Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute avec notre Fear and Greed Index qui est aujourd'hui toujours dans l'extrême peur à 24 et le Fear and Greed Index US, pas de grand changement de son côté non plus. Il se trouve toujours dans l'extrême peur à 22. J'espère que vous tenez bon face à ce range qui nous semble interminable. Il semblerait tout de même que la bataille commence à s'intensifier entre bull et bear et qui finira par avoir raison de ce range. L'avantage, si tu n'es pas trader tout comme moi, c'est que tu peux profiter de ces bonnes sens sans les nuits blanches. Bottom, pas bottom au 17 000, dans tous les cas, on s'y rapproche de plus en plus. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, mais n'oubliez pas qu'il reste un dernier zap pour demain. Je vous souhaite une bonne vidéo ainsi qu'une belle soirée. C'était Zap Crypto. Alors, on savait qu'il y avait eu un leak d'informations sur les clients de Celsius. On n'avait pas le détail, on savait pas exactement qu'est-ce qui avait leaké, qu'est-ce qui avait fuité, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Quand un soir, il y a un collègue qui m'envoie ça, là, caca culotte, parce que ça fait peur, et parce que imaginez s'il y avait l'adresse en plus de ça, ou s'il y avait d'autres datas de votre KYC, ça fait flipper. Alors moi, que j'ai de la crypto-monnaie, ça étonne personne, mais vous vous souvenez, quand il y a eu le leak des adresses de Ledger, tous les gens qui ont reçu un Ledger ont reçu des trucs à domicile et tout, parce que c'est l'adresse physique. Là, quand tu sais l'adresse physique du gars, et que tu sais qu'en plus, tu sais combien il a sur son compte Celsius, ça fait flipper. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé de tout. Comment ça se fait que t'avais beaucoup d'argent là-bas? Comment ça se fait que t'avais aussi peu d'argent là-bas? Comment t'as pu avoir de l'argent là-bas alors que ça allait se péter la gueule? Oh, alors déjà, 11 000 $, c'est beaucoup de pognon. Première chose. Deuxième chose, dans la crypto-monnaie, c'est vrai que c'est pas énorme par rapport au montant que j'aurais pu positionner. Mais la réalité, c'est que le gros de mon pognon, je l'ai mis sur le produit de Just Mining. Le but, c'est pas de distribuer un produit aux gens et de mettre son pognon sur plein d'autres produits. Par contre, j'avais déjà parlé de Celsius. À partir du moment où je parle de quelque chose sur ma chaîne YouTube, je dois être capable de suivre l'évolution du projet, savoir comment il se développe, essayer d'avoir des updates de temps en temps, et le meilleur moyen de pouvoir parler d'un truc et de savoir de quoi on parle, c'est de l'utiliser. Et donc j'avais un peu d'argent là-haut. C'est vrai que c'était une petite partie de l'argent que j'avais, mais naturellement, je ne vais pas parler d'un produit sur ma chaîne YouTube si je l'ai pas déjà essayé, si j'en ai pas déjà acheté, ou si j'en ai pas eu à un moment ou à un autre. Donc oui, j'avais de l'argent sur Celsius. Je vais être franc avec vous, je pensais que j'avais un petit peu moins que ça, parce que j'avais entendu des rumeurs comme beaucoup de gens quelques semaines avant, mais je savais pas si c'était vrai ou pas. Et je me suis dit, oh bah je prendrais le temps de retirer. Ça m'apprendra, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai la haine, j'ai un peu la haine les gars. 10 000 balles, j'ai un peu la haine. Voilà, attendez, Celsius, j'espère bien voir la couleur d'au moins un peu d'argent. Quand même, ils ont un peu de trésor de leurs clients, ils vont pas annoncer qu'ils ont tout perdu quand même les gars. Attends, un peu de... Ils vont bien rendre une partie des fonds, je pense. En tout cas, j'espère. 11 000 de perdus, 110 000 de retrouvés. Putain, si seulement c'était comme ça mon pote. Elon Musk, un enfant de 50 ans, qui s'amuse, cherche, et quand il a trouvé, fabrique. S'il est riche d'autre chose que d'argent, c'est de rêves de gosse. Il en a des kilos à revendre, vu qu'il n'est jamais devenu adulte. Il est né en 1971 en Afrique du Sud, d'un père qui l'abandonne très vite aux soins de sa mère, May Haldeman Musk. Elle est mannequin, et à son tour, elle confie Elon à une nounou qui l'espionne en permanence. Il grandit en Afrique du Sud dans cette ambiance pesante, à Pretoria, un peu tout seul dans son coin. À l'école, il ne s'intéresse qu'à l'informatique et à la physique, et il néglige le reste. Pour s'occuper quand il ne lit pas, il teste des carburants pour des modèles réduits de fusées dans le cabanon du jardin et les lance à l'école devant ses camarades de classe qui ne savent pas trop quoi penser de lui. Elon souffre d'un syndrome d'Asperger, la même particularité que Michael Burry, autre génie des affaires. Il voit le monde différemment et se sent en décalage permanent avec les autres. Pour oublier qu'il est bizarre, il s'imagine un futur peuplé de cyborgs, de voitures volantes, de voyages intersidéraux et d'énergie infinie. Peu de temps après avoir programmé Blastar, il émigre au Canada, puis aux États-Unis, où il suit entre autres le prestigieux cursus de physique énergétique de Stanford. Le docteur Elon Musk est âgé de 24 ans quand il imagine un annuaire professionnel sur Internet baptisé Zip2, qui va lui faire gagner son premier $1 million 3 ans plus tard, et 21 de plus en prime. Si vous avez déjà des skills dans un domaine qui ne sont pas forcément directement liés à la blockchain, voilà, il y a plein d'entreprises blockchain qui ont besoin de commerciaux, de marketeurs, de financiers, de gens dans l'administration, de comptables, enfin voilà. Donc si vous voulez travailler dans ce domaine et que vous avez cette motivation, cette passion, vous allez réussir. Ensuite, il y a plein de sites pour pouvoir postuler à des jobs dans le Web3. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc on a Angel.co. Donc ils n'ont pas que des jobs dans le Web3, mais ils ont pas mal de jobs dans des startups et dans la tech. On a aussi
cryptocurrencyjobs.co. Donc là, c'est uniquement des jobs crypto. Il y a plein de jobs. Il y a des grosses blockchains comme Algorand ou Chainlink qui utilisent cryptocurrency jobs. Il y a même en ce moment la collection de NFT Doodles qui recrute. Donc c'est pour vous dire, il y a quand même du très lourd sur ce site. Ensuite, on a crypto.jobs. Donc là, pareil, il y a pas mal de jobs en remote. Donc c'est un peu dans le monde entier, mais il y en a beaucoup en remote. Donc si vous voulez aussi travailler depuis où vous voulez, que ce soit chez vous, en télétravail, à l'étranger. Voilà, le Web3, c'est vraiment une communauté de gens qui travaillent, pour la plupart, en remote. Ensuite, on a cryptojobslist.com, donc avec aussi des très belles entreprises. On a aussi cryptocareers.com. On a aussi onchainjobs.io. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jobs en Europe sur ce site. On a aussi web3.career et remote3.co. Si vous voulez faire du travail freelance, vous avez forcément Upwork en mode Web 2, mais vous avez aussi laborx.com, donc qui paye en crypto. Et vous pouvez aussi aller directement sur les sites de vos entreprises préférées. Je sais que Binance recrute énormément. Vous pouvez aller sur le site de Binance, vous pouvez aller sur le site de Consensus, vous pouvez aller sur le site de CoinMarketCap. Enfin, voilà. Allez sur les sites des projets qui vous tiennent à cœur et postulez directement sur ces sites-là. Ça, c'est une information qui est très très importante par rapport à l'adoption du Bitcoin dans sa globalité. Vous savez, il y a Grayscale qui est le plus gros fonds au monde de Bitcoin. Et ça fait des années en fait qu'ils demandent une accréditation de la SEC. Et l'idée, c'est qu'ils attaquent carrément la SEC parce qu'en gros, ils les poussent à dire mais pourquoi vous avez accepté ? Parce qu'ils ont accepté des ETF, pas au spot, mais des futurs, donc des produits dérivés sur Bitcoin. Comment c'est possible d'accepter, leur argumentaire il est entendable, c'est comment c'est possible d'accepter un produit dérivé sur le Bitcoin alors qu'on n'accepte pas un ETF sur le Bitcoin lui-même. Donc je pense qu'ils vont pas lâcher, ils ont bien raison, et surtout la SEC ils se font attaquer par pas mal de monde, et surtout ce qui rappelle Grayscale, c'est que 850 000 Américains quand même, c'est énorme, pratiquement 1 million d'Américains possèdent des parts de son fonds qui est très connu, le GBTC. Et l'idée, c'est qu'ils vont pas lâcher l'affaire jusqu'à que la SEC à un moment donné, parce que c'est difficilement justifiable en fait ce refus, et on l'espère pour l'adoption de manière globale, parce que bien évidemment, ça serait une très très bonne nouvelle qu'un fonds ETF au spot soit accepté par la SEC aux États-Unis. On reste aux États-Unis avec le groupe de lobbying Coin Center qui assigne en justice l'OFAC car ils estiment que l'institution a abusé de ses droits en interdisant l'utilisation de Tornado Cash étant donné qu'il s'agit d'un outil pour protéger la vie privée et donc l'Office of Foreign Asset Control devrait être condamné pour cet abus de pouvoir. À savoir que d'après les déclarations de Coin Center, ces poursuites doivent être menées car si aucune poursuite n'est engagée contre l'institution, elle pourrait continuer à outrepasser ses droits et à l'avenir, elle pourrait aller jusqu'à placer sur liste noire des protocoles entiers tels que Bitcoin ou Ethereum sans aucune consultation publique. Et dans leurs annonces, ils se montrent déterminés à remporter cette action en justice et annoncent être prêts à aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis qui, comme son nom l'indique, est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis. Du coup, là, mauvaise nouvelle, mais on le sait tous, hein, mais là, il y a les chiffres qui sont tombés. La firme blockchain Chain Analysis comptabilise déjà 125 hacks donc de crypto en 2022, principalement dans la DeFi, ça m'étonne pas, pour une valeur de 3 milliards de dollars. C'est juste énorme. Donc, vraiment, faites attention à vous, faites attention à vos fonds. Moi, personnellement, je me suis jamais fait voler un seul centime. Je suis content. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'apprentissage et dans beaucoup de conneries, que ça soit, là, dans la DeFi, dans, du coup, le trading, que ça soit même dans la CeFi, hein, en plaçant de l'argent à droite à gauche. Voilà, j'ai fait quelques conneries, mais j'ai jamais eu de problème par rapport à des vols de fonds parce que je fais vraiment énormément attention dans quel endroit du coup je place mes fonds et aussi comment je les place. Vraiment, je fais attention à ça. Du coup, voilà, j'espère que vous n'avez pas eu de problème par rapport à ça et n'hésitez pas à partager en commentaire et voilà, partager votre histoire. Alors, le liquid stacking, c'est quoi ? C'est quelque chose que vous connaissez déjà sans le savoir. C'est ce que vous retrouvez notamment sur Solana. Le STSOL ou le STETH, c'est du liquid stacking. C'est quoi le but ? C'est qu'en fait, on va vous permettre de récupérer les tokens que vous avez stackés, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez par exemple stacker des tokens, enfin des Solana. Vous stackez vos Solana. Et en fait, vos Solana, eux, sont bloqués sur la blockchain Solana. Mais on va vous laisser la possibilité avec d'autres tokens de vous distribuer des STSOL. Donc des tokens liquides que vous pouvez dépenser si vous le souhaitez. Le but, c'est que vous gardez vos tokens Solana stackés. Vous continuez à protéger la blockchain. Mais
vous avez la possibilité de vendre les ST-Sol qui sont à peu près l'équivalent des Solana que vous avez stackés. C'est ça, vous voyez, en fait, les tokens de liquid staking, en essayant de simplifier, c'est voyez-les comme des bons pour retirer des tokens stakés, en fait. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, vous pouvez arriver avec vos liquid staking Solana. Bon, là, ce sera du coup Cosmos. Vous allez pouvoir aller voir le provider, donc la chaîne qui fait ça, et retirer vos atomes. Eux se chargent de le stacker et vous donnent en contrepartie un token qui est une représentation de cet token stacké. C'est exactement ça. Et ce token bénéficiera des rewards de stacking. Donc, à terme, le token stacked Cosmos bénéficiera d'une inflation de prix en fonction de tous les rewards de stacking qu'il aura accumulés. Donc, si c'est pas clair, encore une fois, vous inquiétez pas, on fera peut-être une vidéo dédiée à ça. On a vu que le top 20 crypto était particulièrement décevant quand on le regarde par la lunette de ce qui est réellement important, la décentralisation et la neutralité. En fait, on a d'un côté Bitcoin, qui est la définition même d'un système neutre et décentralisé, et puis ensuite, parmi les 19 autres cryptos du top 20, quasiment tous sont des projets qui souffrent d'une ou plusieurs composantes de centralisation et de non-neutralité. On a Ethereum, qui est un produit préminé et vendu par une entreprise et qui a pris selon moi un chemin très très risqué en passant au Proof of Stake. Ensuite, on a des pseudo-copies d'Ethereum mais qui sont en fait inférieures à Ethereum sur le plan de la neutralité. Ensuite, on a des stablecoins qui sont la définition même de quelque chose de centralisé. On a aussi des copies de Bitcoin inférieures à Bitcoin. Et enfin, on a des meme coins et des tokens utilitaires qui, quand on y réfléchit, n'ont même pas vraiment besoin d'exister, mis à part pour enrichir leurs créateurs. Un petit pronostic, je suis désolé de m'acharner, ça serait sur la durée du bear, parce que moi la frayeur qui en fait est pareil. Moi je vous dis, moi le pivot d'ici février, quoi, un petit truc comme ça serait sympa. T'es un optimiste, j'aimerais bien, en vrai j'aimerais bien, parce que je me dis on a déjà la différence en vrai en mode sérieux par rapport au bear précédent. Si tu regardes les bears précédents, genre le bear après la bulle de 2018... Déjà, on souffre moins, Amy, ce bear. Ah, oui et non, moi je souffre beaucoup plus. Mais, non, mais on souffre moins, je veux dire, l'environnement crypto vit. Je veux dire, les confs, il y a du monde. Ouais, je suis d'accord. Les autres bear markets, c'était une guerre nucléaire, quoi. Il n'y avait rien. Enfin, mais je peux quand même trop allais à des confs, il y avait 2 personnes. C'est vrai. Sur on souffre moins, quand tu regardes le bear de 2018... Le truc, il a descendu pendant 1 an ou 2. C'est-à-dire pendant 1 an ou 2, le truc, ça descendait. Je me rappelle Ethereum, le truc, il a mis 1 an ou quoi à dégueuler jusqu'en bas. Là, en 2 mois, on est passé de quel Ferrari j'achète à quel Clio je vends. Quoi, tu vois. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas encore en bas, Amy. il a mis très longtemps à dégueuler jusqu'en bas. Peut-être parce qu'on n'est pas du tout en bas. Un petit pronostic qui est méchant, celui-là. C'est un petit pronostic. Il fait peur, celui-là. Bottom ou pas bottom? Parlons des CBDC. Donc, premièrement, si vous le saviez pas, qu'est-ce que c'est les CBDC? Ben, c'est l'avenir de notre monnaie. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est les devises digitales des banques centrales, donc natives des banques centrales. Donc, si vous le saviez pas, on s'en va vers un nouveau système monétaire où est-ce que toutes les devises qu'on va utiliser vont être directement créées par des banques centrales. Ces devises-là vont être sur des blockchains avec permission. Donc, si une banque centrale décide qu'elle ne vous aime pas, ben, elle peut vous couper complètement du système bancaire. Aussi, ces blockchains-là ne seront pas anonymes, donc ça va être impossible de faire des transactions anonymes. Chacune de nos transactions vont être tracées à la lettre. Et bien sûr, les banques centrales pourront se prendre une petite commission à chaque transaction qu'on va faire. N'est-ce pas merveilleux? Donc, ceci s'en vient pour nous. Comme on voit ici sur la map, pas mal tous les plus gros pays du monde sont en train de développer leur propre CBDC. Ce n'est qu'une question de temps, là. D'ici 5 à 10 ans, probablement que tous les pays du monde qui ont une banque centrale vont avoir leur devise qui vient des banques centrales directement. Et là, vous vous dites, mais Paul, c'est impossible que les gens acceptent d'avoir des devises directement créées par les banques centrales et qui se prennent une cote sur chacune de nos transactions. Eh bien, je vais vous expliquer comment le processus va se faire. Ça va se faire sur quelques années et on va commencer par parler de l'application que je vous ai parlé dans une dernière vidéo, l'application FedNow, qui vient d'être lancé, qui va permettre des transferts interbancaires 7 jours sur 7 pour toutes les entreprises, 24 heures sur 24, ce qui est révolutionnaire par rapport au système bancaire actuellement. Ça sera pas sur une blockchain, ça va être une application, et bien sûr, la Fed va contrôler tout ça. La Fed qui est la Banque centrale américaine. Donc, chacune des transactions qui vont être faites sur l'application FedNow, bien sûr, vont donner une commission à la Fed. Et pourquoi les gens utiliseraient l'application FedNow? Ben, tout simplement parce que les transactions vont être plus faciles
entre les institutions, entre les banques, que c'est actuellement avec les systèmes en place. Donc, juste cette amélioration-là va faire en sorte que plusieurs personnes vont utiliser l'application FedNow qui risque par la suite de transférer vers des CBDC. Donc, l'application FedNow est le prélude au CBDC, aux États-Unis du moins. Joren qui nous dit, alors là attention, c'est un peu par rapport au marché immobilier américain, ça pue un petit peu, oui, parce que qui dit hausse des taux directeurs, qui dit hausse des crédits à la consommation, crédit immobilier, tout ça, et le marché US, malheureusement, il prend cher. Est-ce qu'on va avoir un petit truc à la mode 2008 subprime? On sait pas. Dans les petites nouvelles du jour, il y a deux choses que j'aimerais aborder rapidement. Tout d'abord, il y a monsieur Elon Musk qui est encore lui, forcément, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, ça fait au moins 48 heures. Monsieur Elon Musk est donc inculpé au niveau fédéral pour son takeover sur Twitter. Apparemment, il n'aurait pas été complètement transparent au niveau de la communication. What a surprise! Alors, comme la dernière fois qu'il nous a fait un truc comme ça, la SEC lui avait collé 40 millions de dollars d'amende. Si c'est le même type de sanction, je pense que ça va pas trop le perturber pour son week-end. En tous les cas, il est sous enquête fédérale. Alors attention, suspense, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Grosse surprise à venir sur le cas Elon Musk et Twitter. Et puis la deuxième chose qu'il faut retenir aussi, il y a des rumeurs comme quoi la BCE, la Banque Centrale Européenne, a développé un nouveau modèle économique qui doit tourner sur Commodore 64 probablement, qui prouverait, qui semblerait, qui laisserait supposer, tout ça au conditionnel avec des si un peu partout, que, selon eux, l'inflation devrait baisser relativement rapidement et il y aurait peut-être même pas besoin de monter autant les taux que ça. Donc c'est une super nouvelle et on verra un petit peu si la Banque Centrale Européenne a bien raison par rapport aux autres. Bref, affaire à suivre, mais en tous les cas, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement la Banque Centrale Européenne aurait une meilleure vision sur la maîtrise de l'inflation que leurs cousins américains. Et là, donc il y a quelques courbes qui vous montrent en effet depuis, là c'est le dollar qui a perdu pas mal de sa valeur depuis la fin de la Première Guerre mondiale. L'euro étant une monnaie plus récente, la chute a été moins brutale. Mais globalement, nous avons des tendances à la baisse, donc des monnaies fondantes, ce qui contredit une fois de plus la définition de la monnaie, puisque si on part du principe que le but d'une monnaie, c'est d'être une réserve de valeur, notamment, en plus d'être une unité de compte et un instrument d'échange, alors l'inflation ne peut jamais être considérée comme un objectif politique souhaitable. Et pourtant, c'est ce qu'on entend sur tous les plateaux télé. On nous parle toujours d'objectifs d'inflation. Alors, ça a longtemps été 2%. Certains aujourd'hui disent que ça doit aller beaucoup plus que ça. Ça n'a pas de sens du tout. Il faut bien avoir à l'esprit l'idée que l'inflation n'est jamais un objectif souhaitable, si on part du principe que la monnaie est un instrument de valeur et une réserve de valeur, et quand on part du principe, encore une fois, que l'inflation est un phénomène très très récent et que le décollage industriel des pays développés s'est produit dans un contexte où l'inflation n'existait pas. Et donc on ne comprend pas le Bitcoin si on ne réalise pas finalement que cette crypto-monnaie est une réaction finalement à toutes ces évolutions qui ont petit à petit conduit à la fin de l'étalon or et donc à l'ère de la planche à billets illimitée, puisque vous le savez sans doute, le Bitcoin est un actif administré par un protocole informatique qui promet qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. C'est donc un actif qui tente de restaurer une rareté numérique inviolable, puisque le grand défaut finalement de l'étalon or, s'il faut en trouver un, c'est que précisément l'étalon or était très vulnérable aux pressions politiques. Il était très facile pour les gouvernements de confisquer l'or de leurs sujets. Il était très facile pour les gouvernements finalement d'autoriser les banques commerciales qui faisaient des bêtises à suspendre la convertibilité de leurs billets en or. Et donc l'or, même s'il était un instrument d'échange assez efficace, s'exposait quand même à pas mal de défauts, s'exposait à la corruption et à la prédation politique, tandis que le Bitcoin est effectivement un actif qui restaure une rareté, mais pas seulement, puisque le but étant aussi de restaurer une espèce de sécurité, une invulnérabilité à la pression politique,
pour permettre aux usagers de disposer librement de leur épargne, de pouvoir l'échanger sans menace, sans contrôle de change. Et de ce point de vue-là, le Bitcoin est sans doute un moyen de restaurer au XXIe siècle un étalon or numérique accessible à tous. Je vous avais dit aussi que je vous parlerais d'un potentiel fractal Ishimoku qui est juste... Donc c'est avec Ishimoku les réglages crypto, ok. Pour ceux qui connaissent, il y a des réglages différents, vous avez des réglages classiques, vous avez les réglages crypto qui ont été pensés pour un marché qui ne clôture jamais, donc 20, 60, 120, 30. Certains utilisent les paramètres classiques, d'autres les paramètres crypto. Là, le fractal pourrait se faire avec les paramètres crypto, c'est juste pour la précision. Donc, lors du cycle précédent, le bottom s'est fait... Enfin, on a confirmé de nouveau qu'on avait posé un bottom, etc. quand on a eu un switch au niveau du Kumo. Tant que le Kumo était bearish, donc tant que la SSB était au-dessus de la SSA, on était dans un marché qui était baissier. Ok, SSB c'est ça, SSA c'est ça. SSA c'est le trait vert, SSB c'est le trait rouge. Enfin, en gros, c'est ce qui va faire le Kumo. Ok. Donc le nuage. Tant que le nuage était bearish, on était dans un marché baissier. Et le marché rebondissait dans le Kumo, puis a été repoussé, donc c'était un marché baissier. Lorsqu'on a eu le switch du Kumo bullish, on a quitté cette tendance baissière, on a eu un beau rallye haussier et qui plus est, ça avait confirmé le bottom. La question c'est, est-ce qu'on est dans le scénario 2018 ? C'est-à-dire en gros, en fait on est ici, ok. Donc le Kumo en fait on est là, c'est-à-dire que on va pas avoir de croisement, ok c'est en train de se resserrer, mais vous voyez ça n'a pas croisé en 2018. On est resté, la SSB est descendue, mais il n'y a pas eu de croisement. Ok, donc peut-être qu'on est ici. Par contre, si on est dans le scénario où la SSB cross la SSA et du coup on retrouve un Kumo bullish, ça voudrait dire qu'on est dans ce scénario ici et que le W weekly va se former et qu'on va poser un bottom. Mais là, j'avais pas fait attention, mais je viens de m'en rendre compte. Mais c'est aussi possible qu'on soit dans le scénario 2018 où le Kumo, en fait, la SSB et la SSA sont venus se rapprocher sans switcher. Et du coup, après, il y a eu le mouvement baissier et après, il y a eu le W et après, le Kumo est redescendu et après, on a eu le switch, etc., etc., etc. Mais bon, si on suit parfaitement l'action du prix de 2018, pour l'instant, on est en train de la suivre parfaitement. Pour annuler ce fractal, il faudrait s'installer au-dessus de cette zone et retourner dans le haut du range. Là, on aura annulé potentiellement ce fractal, ok. Et du coup, on sera peut-être dans le scénario de 2018 où le Kumo, du bottom de 2018 où le Kumo va switcher bullish, etc. Et donc, à ce moment-là, ce sera plutôt quelque chose d'haussier. Par contre, le Kumo n'a toujours pas switché. Et pour ceux qui utilisent Ishimoku, techniquement, il n'y a rien de bullish, un lagging span sous les prix, sous Tenkan, sous Kijun, le prix juste qui repasse la Tenkan, mais sans plus. Donc ça reste bearish. Il y a beaucoup d'étapes pour devenir bullish sur Ishimoku avec les paramètres crypto ici. Ce qu'il est intéressant d'observer ensuite, c'est le prix d'acquisition de ces bitcoins à court terme. Ici, je vous ai mis 3 courbes. Mais avant même de vous parler des courbes, excusez-moi, je vais vous développer rapidement, encore une fois, ce qu'est le prix réalisé. Le prix réalisé fait référence à l'architecture de Bitcoin sous forme d'UTXO. À chaque fois qu'une UTXO est détruite et qu'une nouvelle est créée, on peut mesurer le prix auquel cette UTXO a été créée, ce qui devient une certaine forme de coût d'acquisition de cette UTXO. Et donc, on est capable d'avoir le coût d'acquisition de toutes les UTXO, de toutes les pièces de Bitcoin sur le réseau. À partir de ce moment-là, on peut faire plusieurs types de mesures. Ici, avec la courbe en bleu, nous avons donc les UTXO qui sont âgés de plus de 155 jours, qui sont détenus par les LTH, les investisseurs à long terme. Leur coût de base est actuellement situé au niveau des 23 000 $. Ensuite, en rose, nous avons les investisseurs à court terme, dont le coût de base est actuellement d'environ 22 000 $. Et en orange, nous avons le prix moyen d'acquisition de toutes les UTXO sur le réseau, qui est situé aux alentours des 21 000 $, 21 100 $. Ce qu'il est intéressant de noter cette fois-ci ici, c'est que le coût de base des STH, des investisseurs à court terme, se rapproche au fur et à mesure de ce bear market du prix spot du BTC. Je vais zoomer pour vous montrer un petit peu mieux. Voici. Alors, on a vraiment un prix qui est en train de descendre au fur et à mesure, ce qui indique deux choses. Premièrement, il y a certains STH qui, au fur et à mesure de la baisse, vont céder à la pression de vente et vendre leur Bitcoin à d'autres, qui du coup nous amène à la deuxième phase. Ces nouveaux entrants qui sont capables d'acheter ces bitcoins et d'avoir une résilience sur le long terme, ils vont acheter ces BTC au fur et à mesure, ce qui va faire chuter leur coût de base jusqu'à arriver au point actuel où on est capable de voir qu'il y a une forte accumulation
proche du plancher de marché actuel, parce que en fait les investisseurs à court terme se battent d'une certaine manière pour avoir le prix d'entrée le plus faible possible, ce qui fait diminuer le coût de base, le prix réalisé, le coût d'acquisition des UTXO de la cohorte dans sa globalité. On peut aussi noter, et je l'avais développé dans une analyse précédente, que le coût de base des STH est aujourd'hui inférieur au coût de base des LTH. Donc la rentabilité à court terme du marché est devenue supérieure à la rentabilité à long terme du marché, à peu près en mi-septembre, vers la 3e semaine du mois de septembre. Ce qui est assez intéressant parce que ce qui nous montre qu'encore une fois, on a une accumulation à court terme au sein d'un marché haussier proche, au sein d'un marché baissier, proche du plancher actuel qui est en train d'être testé certainement. Et cela veut nous dire que les investisseurs qui viennent d'arriver ou qui continuent d'accumuler actuellement à ces niveaux de prix, ils ont une rentabilité, ils ont un coût de base qui est plus haut que des investisseurs à long terme qui sont là depuis plusieurs cycles et qui accumulent depuis un long moment. Donc c'est un signal relativement constructif que nous sommes en train d'entamer la phase finale du marché baissier actuel et que du coup la transition entre cette phase finale et les prémices du marché haussier à venir peuvent prendre environ 100, 300, des fois peut-être même 400 jours. Donc c'est un processus qui se fait de manière très longue. Pour l'instant, on a peut-être environ... on a une vingtaine de jours qui s'est écoulé environ, ce qui est encore très très jeune. Du coup, c'est une dynamique qui est très intéressante à observer, mais qui est encore extrêmement récente et qui va se délayer sur certainement plusieurs mois. Donc c'est très constructif de savoir qu'on est en train de toucher à la fin du cycle baissier, mais ça veut pas dire que d'ici demain, le prix va monter en flèche. Encore une fois, il se peut très très bien en fait que d'ici les prochains jours, on ait un prix qui casse le niveau des $18, qui aille chercher peut-être les 16 ou les 14 000. Je ne sais pas et je ne suis pas un analyste on-chain qui va vous offrir une boule de cristal, je ne fais que vous décrire ce que je vois en observant les données de la blockchain, encore une fois. Allez, on passe maintenant sur Total, donc la capitalisation totale du marché crypto, donc incluant Bitcoin, Ethereum et la majorité des plus gros altcoins. Voilà, tout simplement, donc encore une fois, ça a déjà été expliqué. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma ? Il y a toujours deux gros scénarios. Donc premier scénario où on tient vraiment l'AMA ici, on va un petit peu errer et on peut attaquer possiblement le rebond intercycle. Donc ça semble quand même assez délicat en l'état, je veux dire. Et on a le gros niveau ici, on a dit que possiblement on irait le toucher, on savait pas si on irait direct ou errer un petit peu devant pour aller rechercher des points d'entrée un petit peu plus optimaux pour attaquer vraiment H4 de la meilleure des manières. Voilà, je voulais également vous parler de Meta qui dépense des milliards et des milliards en intelligence artificielle. Il s'est d'ailleurs moqué sur les réseaux, notamment sur Twitter, où ils nous sortent un truc qui ressemble à rien. Enfin, franchement, c'est nul pour le moment. Évidemment, je pense qu'ils vont nous faire... Ils investissent aussi bien dans les hardware, c'est-à-dire les masques et tout ça qu'on va nous vendre dans pas longtemps, et que dans les softwares. Donc là, ce qu'ils proposent en gros, c'est un métaverse cross interopérable. Bon, c'est ce qu'ils essayent de nous vendre. Ils vont essayer de rafler concrètement, ils essayent de s'imposer sur le marché du métaverse. On verra ce que ça donnera. Et donc, la grosse news, les amis, bien sûr, la grosse news, c'est Webedia. Webedia, est-ce que vous vous en rappelez ? Webedia, les studios Webedia, c'était un truc insane à l'époque, avec, il y avait League of Legends, il y avait, à l'époque de Dofus, etc. et tout, enfin, vraiment, incroyable studio. Et ils ont annoncé leur arrivée dans le Web3, et j'ai encore une nouvelle encore plus grosse que ça. Est-ce que vous savez qui est l'ennemi de Webedia ? Le némésis de Média. C'est qui, vous savez ou pas ? C'est le streamer le plus détesté et adoré de France. J'ai nommé bien sûr Sardoche. En effet, le streamer qui est suivi par plus de 700 000 personnes vient de conclure un partenariat avec un projet blockchain, le projet Immortal Game, qui est en fait un projet de jeu d'échecs. En gros, il y a des NFT, des pièces d'NFT, il y a du token aussi, il y a des quêtes à faire, on reparle du token, etc. et tout. Et du coup, lui, il a été super hypé par ce projet-là. Il a annoncé hier sur son stream Twitch. J'étais présent, c'était vraiment incroyable. Il y avait environ, je crois, 6 000 personnes qui le suivaient sur Twitch. Il a annoncé ça. Alors, par contre, je vous raconte pas la déferlante sur les NFT dans le chat. Les 3/4 des gens ont craché sur les NFT, sur l'argent, ouais ça pollue tout ça et tout. J'ai quand même MP2-3, j'ai répondu dans le chat aussi un petit peu, et en fait les gens n'ont aucun argument, c'est juste qu'ils ont entendu dire que, et du coup ils suivent le troupeau. En tout cas c'est trop bien pour l'adoption mainstream sur Twitch des jeux vidéo, etc. et tout, et de ce jeu là, donc Immortal Game, que Sardoche soit partenaire. Il est non seulement partenaire, il va streamer les jeux, mais il va aussi s'occuper un peu du design sur leur site internet. Leur site du coup c'est ici là. Pour ceux que ça intéresse, moi je suis sur le projet déjà depuis je crois environ 2 ou 3 mois, un truc comme ça.
Je mettrai le lien en description. En tout cas, le projet est fou. Le projet, on peut aussi y jouer gratuitement parce qu'ils mettent à disposition des pièces gratuites. Du coup, en tout cas, voilà, c'est vraiment une news incroyable qu'il y ait un streamer aussi connu en fait qui aille sur un projet blockchain. Donc bravo à toi Sardoche d'avoir les couilles, d'avoir les coronesses, d'aller sur le Web3 et bienvenue du coup parmi nous. Après un lock and load éclaté et pas du tout rentable, Mouse Hunt refait parler de lui avec l'arrivée de son premier mode PvP, le Dodgeball Arena. Je ne vais pas vous faire le récap de ce qu'est Mouse Hunt, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je vais donc vous présenter le nouveau mode. Donc on oublie l'ancien mini-jeu pas du tout fun pour se pencher vers un mode un peu plus alléchant. Le joueur va se retrouver dans une arène en 3v3 avec des combats durant entre 6 et 8 minutes. Le but étant d'être la dernière souris survivante. Le truc fun, c'est que même une fois morte, une souris devient fantôme et peut continuer à infliger des dégâts à ses ennemis. Une fois dans l'arène, vous allez devoir chercher des boulets de canon, faire des passes à vos équipiers et les lancer sur les adversaires. Une fois touché plusieurs fois, le joueur devient un fantôme. Le jeu peut être joué en 1v1, 2v2, 3v3. N'importe qui peut tester le jeu via le site. Par contre, le Play to Earn n'a pas encore été ajouté sur ce mode. On ne peut que s'entraîner pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant dès qu'on peut faire des sous dessus. D'ailleurs, je vais faire gagner une souris en NFT à un commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à tenter votre chance en laissant un petit commentaire constructif. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.